Bien, bonjour à tous. Je me sens un petit peu seule, effectivement, pour représenter, porter sur mes frêles épaules la question du manuel numérique, qui a été citée quand même abondamment depuis ce matin. Donc, je vais vous proposer juste d'intervenir d'abord en tant qu'édition Belin, puisque, évidemment, je ne peux pas me faire porteur de l'ensemble de mes confrères, d'ouvrir ensuite un petit peu le débat, et puis, si on m'en laisse le temps, de prendre un risque énorme vis-à-vis de vous, c'est-à-dire de vous montrer en l'état le prototype sur tablette des manuels numériques Belin. Donc, la question que, effectivement, nous posons, nous, éditeurs scolaires, voyant arriver un nouveau support qui, en effet, est un support qui a énormément d'atouts, ça a été longuement évoqué ce matin, c'est qu'attend-on du manuel scolaire dans le cadre de cette évolution des supports ? Et depuis déjà 3-4 ans, on a déjà beaucoup développé des fonctionnalités sur le manuel numérique qui ne sont plus des PDF, même si on a cité tout à l'heure les PDF, et j'y reviendrai peut-être, puisque sur la question des tablettes, effectivement, savoir si on lit un livre ou si on est dans une espèce de bureau de travail, c'est quand même une vraie problématique qu'on se pose autour du manuel numérique. Donc, aujourd'hui, le manuel numérique, il est essentiellement rentré comme usage en classe, notamment grâce à l'équipement en tableau numérique ou en vidéoprojection. On n'a même pas besoin d'un tableau numérique pour ça. Et du coup, ça a entraîné la création d'un certain nombre de fonctionnalités spécifiques, plus pour le professeur dans sa fonction d'animation en classe, que réellement d'appropriation par les élèves. C'est effectivement, je pense, l'axe que tous les éditeurs scolaires ont développé en priorité. Alors, effectivement, parmi ces fonctionnalités, ça aura un impact ensuite sur la transformation sur tablette, le fait de développer des fonctionnalités de personnalisation. On verra que ça n'est pas neutre dans l'utilisation ensuite que peuvent en faire les élèves, puisque si l'enseignant a pris soin de préparer, de personnaliser, d'enrichir, d'apporter ses propres documents dans un manuel numérique, de le modifier, ça n'a de sens que si l'élève peut partager le manuel que le professeur a préparé. Donc, on est bien là face à un nœud de communication entre le professeur et ses élèves au travers du manuel numérique. Alors, les tablettes, on l'a dit abondamment, c'est résolument un support élève. Et donc, à partir de ce moment-là, notre réflexion s'oriente sur quelle voie donner à l'évolution du manuel numérique sur tablette. Et voilà. Donc, la réponse que nous, Belin, nous avons essayé d'apporter, qui n'est pas encore visible, mais qui devrait l'être bientôt, c'est, au fond, quels ont été les partis pris dans notre adaptation, aujourd'hui, de ce que nous avons appelé le libre sur tablette. Ce que nous avons imaginé dès le départ que le manuel numérique devait être disponible sur tous les supports numériques qui existent. Et donc, nous avons, dès le départ, lancé une approche totalement multi-support. On savait que les situations dans les établissements sont très hétérogènes. Il y a des demandes d'accès en ligne, on a beaucoup parlé, via les ENT. Il y a des demandes d'accès en local, parce que c'est plus sécurisant, donc par téléchargement. Il y a des demandes par clé USB pour que l'enseignant puisse, avec sa clé, venir se connecter sur un ordinateur en classe. Et maintenant, donc, des demandes de disponibilité sur tablette. À partir des questions de personnalisation et donc d'appropriation par l'enseignant, se posent des questions de synchronisation sur tous ces supports. Alors, évidemment, quand on parle comme ça dans un colloque, ça paraît simple, ça paraît évident, mais derrière chaque mot, c'est en fait un énorme enjeu de technique et d'ergonomie, on l'a bien dit aussi précédemment, et donc chaque mot soulève une foule de questions. Nous avons fait le choix aussi de donner la même technologie à l'intégralité de nos manuels numériques. Et ça, c'est un choix qui est aussi important pour donner une visibilité, quel que soit le niveau, à tous les manuels. Ça n'a pas été forcément le choix de tous les éditeurs scolaires, parce que c'est un investissement lourd, et du coup, on peut parfois privilégier certaines disciplines, parce que, par exemple, l'usage de documents, de vidéos est plus intéressant, je ne sais pas. Et nous avons fait ce choix qui était que toutes les disciplines, ce qui, par derrière, veut dire que nous avons choisi un mode de production, on en a parlé ce matin, M. Mériot l'a évoqué, une production pensée dès le départ comme pouvant ensuite se diffuser sur toutes les technologies. Et effectivement, nous avons dès le départ aussi mis comme contrainte que ça soit lisible sur tous les supports et tous les systèmes d'exploitation. Et on sait que ça crée aussi un certain nombre de complexités techniques. Alors, les obstacles que nous avons rencontrés pour le portage sur tablette,
on en a parlé aussi beaucoup, l'ergonomie à repenser intégralement. L'écran est plus petit. On a parlé du maniement tactile. Les repères qu'on a sur un ordinateur, des fonctionnalités qu'on a sur un ordinateur, vous passez la souris sur un élément et il se quelque chose, c'est ce qu'on appelle les rollovers, quelque chose vient se mettre, ça ne peut pas se faire sur les tablettes. Donc déjà, quand vous avez construit un certain nombre de fonctionnalités basées sur des fonctionnalités d'ordinateur, ça ne fonctionne plus. Donc nécessairement, ça demande à redévelopper d'autres choses. Le comportement intuitif dont on a parlé aussi, eh bien, oblige à repenser. On n'a pas du tout la même appréhension quand on est devant un ordinateur et quand on est devant une tablette. Et donc, il fallait évidemment aussi repenser un certain nombre de choses. Le feuilletage est quelque chose qui n'est pas du tout intrinsèque à l'ordinateur. Donc, il faut complètement repenser les fonctionnalités. Et puis, si vous feuilletez, vous touchez. Si vous touchez, ça peut se confondre avec un clic. Et donc, vous avez des choix à faire. Est-ce que quand je touche, c'est un clic ou est-ce que quand je touche, c'est pour entraîner du glissement ? Toutes ces questions, finalement, extrêmement concrètes, pratiques, vont induire des développements ou pas et rechanger la structuration de ce que vous avez fait. Et puis, on en a parlé, la tablette, c'est un objet qui est simple, qui doit être simple. Et donc, on est en train de se poser des questions sur, effectivement, des niveaux on va dire, de sophistication qui avaient été donnés ou apportés grâce à l'ordinateur. Et peut-être qu'on va arriver à une simplification. En ce sens, ce qu'on a entendu de certains enseignants en disant, finalement, le PDF me suffit sur tablette. Eh bien, ça va un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire de se dire, finalement, qu'est-ce que j'attends ? Si j'attends de lire, si ma tablette, c'est une liseuse, je n'ai pas besoin d'autre chose que d'un PDF, et avec mes fonctions, d'ailleurs, d'augmentation de taille d'écran, ça me suffit très bien. Si le manuel devient un outil de travail interactif, ce qui avait été beaucoup dans les attentes du manuel numérique, alors je ne suis plus dans la liseuse, et alors ça me demande des nouveaux développements et une nouvelle ergonomie. Alors, les contraintes, beaucoup de contraintes techniques, on a rencontré beaucoup de contraintes techniques. La première chose, mais ça découle de ce qu'on vient de dire, c'est que les processeurs dans les tablettes sont beaucoup, beaucoup moins puissants que ceux des ordinateurs et que les manuels numériques, c'est souvent ce qui leur est reproché, mais sont lourds. Ils sont lourds parce qu'il y a beaucoup de vidéos, parce qu'il y a beaucoup d'images et que tout ça, c'est lourd, même si c'est optimisé. Et donc, ça demande un travail technique important, le passage sur tablette, d'optimiser à la fois tous les contenus, la structuration même de la base de données, parce qu'on attend une fluidité beaucoup plus grande encore que sur l'ordinateur, et le processeur étant moins performant, eh bien, ça nécessite de retravailler en profondeur toute l'optimisation. Une autre question, ça a été évoqué aussi ce matin, c'est la gestion des installations. Parce que l'accès aux ressources, c'est bien, quand c'est en ligne, c'est facile. C'est très facile. Par contre, quand il s'agit de le mettre et de l'embarquer sur la tablette, comment fait-on ? Ça a été évoqué. Est-ce qu'on passe par les systèmes aujourd'hui proposés par les tablettes, c'est-à-dire les marketplaces, où on est obligé soit d'avoir son compte individuel, soit de demander à chaque élève individuellement d'aller télécharger les contenus dont il va se servir. Donc ça, c'est une problématique qui va être posée. Une autre problématique, on a dit les processeurs sont moins puissants, les mémoires est beaucoup moins importante. On s'était habitué à une gabegie de mémoire sur les ordinateurs. Aujourd'hui, la mémoire sur un ordinateur, ça ne compte plus. Or, les tablettes, on redescend dans une contrainte extrêmement forte d'une mémoire. Vous entendez 16 gigas, 32 gigas, des choses qu'on avait totalement oubliées dans les ordinateurs. Donc, là aussi, en termes de téléchargement, l'obligation de se dire il faut que je puisse télécharger par morceaux, parce que sinon, ça prendrait des heures. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi des contraintes techniques importantes. Je l'ai dit, on est parti sur des voies où le manuel s'individualise, se personnalise. L'enseignant, on l'a dit un petit peu, la tablette n'est pas vraiment un outil de création. Même dans l'outil développé par Apple de manuel numérique, il n'est pas prévu pour créer sur les tablettes, il est prévu pour créer sur l'ordinateur et ensuite de pouvoir en avoir une lecture sur les tablettes. Et donc, on a des problèmes de synchronisation qu'il faut effectivement organiser. Et puis, bon, ça va de soi, mais c'est mieux en le disant. Certaines spécificités des fabricants de tablettes mettent des contraintes extrêmement fortes, on l'a dit, sur l'accessibilité à des contenus, où on avait développé un certain nombre de choses, et les contraintes font que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, non pas parce que la tablette ne peut pas le supporter, mais parce que c'est un choix du constructeur de ne pas accepter de le faire fonctionner sur les modèles qui avaient été ceux développés. C'est pour ça qu'en test, je peux vous montrer que tout fonctionne très bien, mais je ne passerai pas les fourches codines de certains fabricants pour le mettre en production. Et donc, ça nécessite de redévelopper
des applications qui avaient été faites, notamment toutes les applications Flash, pour que toute la partie développement soit intégrée à l'application elle-même et ne soit plus téléchargée au moment de l'application, ce qui est une vraie contrainte. Alors, du coup, la tablette, pour nous, producteurs de manuels numériques, voilà, quels nouveaux usages possibles? Ce qui est compliqué avec le manuel scolaire, c'est que, j'avais eu l'occasion de le dire, moi ou d'autres, plusieurs fois, le manuel et ça a été très bien redit par Pierre Meuglin ce matin, le manuel, d'abord, est le fruit d'une longue culture on va dire, transversale et d'espèce d'homogénéisation d'un socle qui doit être appréhendé par chacun, que ce soit les élèves, les familles, les enseignants, même s'ils s'en dégagent beaucoup après pour la construction de leurs cours, mais ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de l'expérience en Corrèze, c'est que l'idéal pour les enseignants, ce serait quand même d'avoir tous les manuels à leur disposition, parce qu'on sait qu'on offre là du contenu qualifié, travaillé et probablement pertinent. Donc c'est une vraie question. Donc aujourd'hui, la tablette, la question que ça nous pose, c'est l'interaction, ça a été évoqué entre l'enseignant et ses élèves. J'ai beaucoup apprécié toutes ces questions d'échange entre le professeur et ses élèves. On imagine bien un professeur qui donne un exercice à faire sur le manuel, qui voit l'exercice qui est fait, qui est revenu vers l'enseignant. Donc tous ces échanges, ils sont à construire autour du manuel numérique. La problématique, voilà, le manuel, ce que je disais tout à l'heure, il peut devenir, le manuel numérique sur tablette, il peut devenir à la fois le livre, le cahier, la prise de notes, l'outil de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des choix un peu à faire pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on donne comme dynamique à ce manuel numérique. La conception, enfin, ou la perception que j'en ai, c'est que le manuel étant un socle à partir duquel on vient, soit l'enseignant, construire sa propre progression, ses propres documents, je le sens assez bien comme une colonne vertébrale qui restera colonne vertébrale et qui viendra appeler à des moments précis des utilisations d'autres types de ressources qui viendront plus focaliser sur un travail plus individualisé pour approfondir une notion, l'aborder sous des angles différents, ou bien, on l'a vu, pour expérimenter, se mettre réellement dans une démarche d'investigation. Les petits films qui ont été montrés sur ces démarches en primaire sont très éclairants pour ça. Et donc, de le voir un peu comme ce que disait Pierre Meuglin tout à l'heure, un concentrateur de médias, point d'entrée à partir duquel, en effet, viendront se développer un certain nombre d'accès à des ressources de nature très différente. Donc, alors, toutes ces évolutions, concrètement, et ça a été un petit peu aussi évoqué depuis ce matin, posent quand même la question, quelles sont les modalités d'acquisition aujourd'hui et d'accès aux ressources pour les tablettes? Donc, je l'ai un petit peu évoqué. Téléchargement via les stores ou non. Accès en ligne ou en local, c'est-à-dire intégré dans les tablettes. Faut-il penser des tablettes déjà préchargées pour l'éducation avec un certain nombre de ressources? C'est une vraie question. Cette question peut découler du financement de ces tablettes, puisque aussi ont été évoqués différents modes de financement. Si c'est la collectivité, quelle qu'elle soit, établissement, collectivité locale, qui acquiert ces tablettes, alors on est face à des problématiques de gestion de flotte, de responsabilité évidemment plus grande des ressources qui sont à l'intérieur, d'installation de synchronisation d'un parc de tablettes et d'une certaine garantie apportée au contenu. Et on le voit, nous, dans les expériences auxquelles on participe, les attentes des uns et des autres dans ces domaines sont extrêmement hétérogènes aujourd'hui, ce qui n'est pas sans nous poser aussi des problèmes ou des questions à résoudre. Si c'est les familles, effectivement, qui est une voie aussi, c'est-à-dire que la tablette devient un outil très personnel, on l'a évoqué comme une piste au Canada aujourd'hui, alors il faudra gérer l'hétérogénéité, en effet, des tablettes en classe, mais du coup, ça veut dire que pour les ressources, il faudra s'assurer d'une interopérabilité de ces ressources et qu'elles soient donc systématiquement accessibles sur toutes les tablettes et tous les systèmes d'exploitation. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, en tout cas, si c'est... Ce que ouvrent ces questions, c'est qu'on a besoin, en tant que producteur de ressources,
de se mettre autour de la table pour voir dans quelle direction les choses pourraient aller, et de façon à ce qu'on organise l'écosystème et pour que tout ça soit effectivement efficient. Donc tout ça rejoint une réflexion beaucoup plus large qui est effectivement la façon de gérer l'innovation dans l'éducation, vue au travers de mon petit prisme que sont les manuels scolaires. C'est dans quel but on le fait. Évidemment, un but pédagogique d'abord, un but social, on l'a vu, c'est-à-dire de faire prendre en main aussi ces nouveaux outils numériques. On l'a vu, c'était assez éclairant par l'enquête aujourd'hui de ceux qui utilisent ces tablettes et dont on voit qu'ils ne sont pas représentatifs de la population dans son ensemble. Évidemment, dans un but de séduction et de remettre de la séduction aussi au sein du système scolaire, ce qui n'est pas forcément inutile. Et puis, bien sûr, dans des buts, pour l'instant, de tests, d'expérimentation, ça a été quand même largement dit, pour ensuite se mettre dans les meilleures conditions d'un déploiement. Les usages, encore une fois, au travers du manuel numérique, on voit bien qu'on est dans un moment d'éclatement, ou en tout cas de redissociation possible des usages du manuel scolaire, et donc de ces formes, version élève sur tablette, version enseignant en préparation de cours, en animation de classe, et comment tout ça communique au travers de synchronisation. À quel rythme? Ça, pour nous, on va dire, entreprise, c'est extrêmement important d'avoir un peu de mise en perspective. Quand on entend, par exemple, la Corée du Sud, qui a déclaré qu'en 2015, tous les manuels seraient sous forme numérique, mais déjà, on dit c'est en 2015. Ça donne déjà de la perspective. Et puis, la Corée du Sud, elle dit, il y a, je ne sais plus exactement le chiffre, mais on va mettre tant d'argent pour y arriver. Et donc, on met autour de la table les acteurs. Alors, il y en a un qui est assez présent en Corée du Sud, mais on va mettre autour de la table les acteurs pour essayer de construire quelque chose qui fonctionne. De la même façon, aux États-Unis, le président Obama dit dans 3 ans, il faut que tous les manuels soient numériques. Donc il y a une perspective, il y a une construction, il y a une mise en marche possible des acteurs pour essayer d'y arriver. Et du coup, à quel prix? J'ai entendu des questions sur les prix, évidemment. L'innovation a un coût. On est tous convaincus que les tablettes vont baisser, mais on voit bien qu'avant que ça baisse, c'est l'affaire des happy few. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, s'acheter un iPad, ça reste un acte qui nécessite effectivement des moyens. Et donc, dès lors que l'éducation, et c'est absolument légitime, est pensée pour devoir s'adresser à tout le monde, cette question du prix de l'innovation et donc à quel rythme on peut porter ces évolutions et quelle est la gestion des priorités de façon à ce qu'on puisse avancer de façon un peu coordonnée pour porter cette innovation dans le système, c'est important. Donc, nous, aujourd'hui, en tant qu'éditeurs scolaires, on est évidemment dans un cœur entre l'évolution technologique qu'on suit de façon très précise et le bénéfice pédagogique qui est attendu par les acteurs que vous êtes. On a besoin d'expérimenter, on a besoin de prendre le temps d'évaluer les expérimentations, et on a besoin de créer les conditions favorables du déploiement parce que, ça a été très bien dit, dès lors qu'on passe à des phases de déploiement, les problèmes deviennent beaucoup plus compliqués et difficiles et souvent coûteux. Et donc, il faut, autant faire se peut, s'assurer qu'on a pris les bonnes directions.